Dans le quartier populaire de Médina, à Dakar, où les ruelles sableuses serpentent entre des maisons en parpaing et des murs peints de couleurs vives, Pierre et Marie vivaient dans une petite chambre-cuisine au rez-de-chaussée d'un immeuble à 2 étages. La porte d'entrée donnait directement sur la rue, et chaque matin, le muezzin de la mosquée voisine réveillait le quartier à l'aube avec l'appel à la prière. L'air portait déjà l'odeur du café Touba et du pain au beurre que les talibés vendaient en criant « pain chaud, pain chaud ». Pierre et Marie n'avaient pas grand-chose, mais ils avaient l'un l'autre, et pour eux, c'était déjà une bénédiction. Pierre avait 32 ans, Marie 30. Ils s'étaient mariés 4 ans plus tôt à la mairie d'arrondissement de Médina, sous un soleil brûlant qui faisait fondre le bitume. Pas de grande cérémonie. Juste quelques amis, un plat de thieboudienne préparé par la mère de Marie, et des sodas bien frais. Ils avaient dansé sur de la musique mbalax diffusée par un vieux poste radio jusqu'à minuit, puis étaient rentrés à pied, main dans la main, en riant des blagues de leurs invités. Pierre travaillait comme manutentionnaire dans un entrepôt de la zone industrielle des Parcelles Assainies. Il chargeait des caisses de poissons congelés, de riz importé et de produits cosmétiques toute la journée. Le salaire arrivait en fin de mois, mais il disparaissait vite. Loyer, électricité, quand il y en avait, eau, crédit chez la boutique de la tante Fatou, et les petits extras pour les médicaments quand l'un d'eux tombait malade. Il rentrait le soir, la chemise trempée de sueur, les mains rougies par les cordes et les cartons. Il embrassait Marie sur le front, murmurait « Inch'Allah, ça ira mieux demain », puis s'asseyait sur le petit banc en bois, devant la maison pour souffler un peu avant de manger. Marie refusait de rester inactive. Un matin de novembre 2018, alors que Pierre partait pour un chantier supplémentaire à Guédiawaye, elle avait ouvert le sac de riz presque vide et avait décidé « Il faut que je me bouge ». Avec les quelques milliers de francs CFA économisés sou par sou, elle avait acheté un grand faitout en aluminium, un réchaud à gaz, des sacs de riz parfumés, des oignons, du concentré de tomates, du poisson séché, des épices. Elle avait confectionné du yassa poulet, du domoda arachide et des beignets aux bananes plantains. Chaque midi, elle installait son stand de fortune devant le portail de l'école primaire El Hadji Malik Sy, à 5 minutes à pied. Les écoliers sortaient en courant, attirés par l'odeur du riz au gras et du poisson frit. Les mamans qui venaient chercher leurs enfants achetaient aussi, puis les instituteurs, puis les chauffeurs de taxi garés à côté. Bientôt, elle ajoutait du jus de bissap bien sucré et des arachides grillés au piment. Ce n'était pas énorme, mais c'était régulier. Chaque soir, elle rentrait avec un petit sac en wax rempli de billets froissés et de pièces de 100 et 200 francs CFA. Elle les posait sur la natte du salon et disait à Pierre « Regarde, mon cœur, aujourd'hui, on mange du mouton demain ». Pierre souriait, un peu gêné, un peu fier. Il comptait l'argent avec soin, gardait de quoi acheter du pain et du lait en sachet, et mettait le reste dans une vieille boîte à biscuits la vache qui rit, cachée sous le matelas. Il l'appelait la cagnotte de demain. Les vendredis, ils allaient à la prière collective à la grande mosquée de Médina. Pas par obligation stricte, mais par habitude et par besoin. Ils s'asseyaient côte à côte sur les tapis, priaient en silence, puis restaient un moment à écouter les prêches. Après, ils passaient voir le marabout du quartier, Serigne Babacar, un homme calme aux lunettes épaisses. Il posait toujours sa main sur leur tête et disait « Allah voit votre lutte. Il prépare une porte que personne ne pourra fermer. Sabar, mes enfants, sabar ». Pierre hochait la tête, mais au fond de lui, une vieille blessure saignait encore. Son père était parti quand il avait 8 ans, laissant sa mère seule avec 4 enfants dans un village du Sine Saloum. Pierre avait grandi en se jurant qu'il ne serait jamais cet homme-là. Mais il voulait un fils qui porterait son nom, qui continuerait la lignée. Quadio, qui prouverait qu'il valait mieux que celui qui avait disparu. Il n'en parlait jamais à Marie. Pourtant, chaque fois qu'il voyait un père promener son petit garçon sur les épaules le long de l'avenue Cheikh Anta Diop, une pointe de douleur lui traversait la poitrine. Un soir de janvier, alors que Marie rangeait les marmites après la vente, elle trouva un vieux cahier d'écolier glissé sous une pile de boubous dans l'armoire de Pierre. Curieuse, elle l'ouvrit. Les pages étaient remplies d'une écriture d'enfant appliquée, avec des ratures. « Je veux un fils.
Je veux un fils pour que mon nom reste. Papa est parti, mais moi je resterai. Un fils. Juste un fils. Le cœur de Marie se serra. Elle referma le cahier, le remit à sa place, et ne dit rien. Mais à partir de ce jour, elle pria plus intensément. Elle pria pour un enfant, pour la paix dans le cœur de Pierre, pour que l'amour soit plus fort que la peur. Et puis, les portes commencèrent à s'ouvrir. C'était un mardi de mars 2019. Pierre avait été appelé en urgence pour remplacer un chef d'équipe malade. Il avait passé la nuit à réorganiser les camions pour éviter un retard sur une grosse commande de poissons congelés destinés à la France. Le lendemain matin, le patron de l'entrepôt, un Libanais nommé Monsieur Elias, l'avait fait appeler dans son bureau. Climatisé. Quadio, hier tu as sauvé la livraison. On a évité une amende de plusieurs millions. Je te mets chef d'équipe adjoint. Augmentation de 80 000 francs CFA par mois, prime de rendement, et formation à la logistique. Tu commences lundi. Pierre était rentré comme dans un rêve. Il avait poussé la porte, vu Marie qui pilait du piment dans le mortier, et avait murmuré. Marie. Allah a répondu. Elle avait lâché le pilon, s'était jetée dans ses bras. Ils avaient pleuré, ri, dansé sur place dans la petite pièce. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, ils étaient sortis manger. Dehors, un bon thieboudienne au restaurant de la Tantawa, près du marché. Sandaga. Pierre avait commandé 2 flaques bien fraîches. Il avait pris la main de Marie et avait dit « On va avoir un enfant. Bientôt. Je le sens. » Marie avait souri, les yeux brillants. Elle ne lui avait pas dit qu'elle était déjà enceinte de 2 mois. Les semaines suivantes furent douces amères. Pierre rentrait plus tôt, rapportait des mangues ou des oranges achetées au marché Thilène, aidait Marie à pousser le chariot jusqu'à l'école. Les clients augmentaient. Elle engagea même une jeune voisine, Fatou, pour l'aider les jours de rush. L'argent rentrait mieux. La cagnotte grossissait. Mais déjà, de petites ombres apparaissaient. Pierre commença à recevoir des SMS tard le soir. Il disait « c'est le boulot ». Il rentrait avec une nouvelle chemise bien repassée, une montre qu'il disait « en promo à Ciplaza ». Marie sentit un soir l'odeur d'un parfum sucré sur son col quand il s'était endormi sur la natte. Elle ne dit rien. Elle lava simplement la chemise à la main, lentement, comme pour effacer une trace qu'elle ne voulait pas voir. Un après-midi, alors qu'elle rangeait après la vente, une cliente fidèle, Mame Diarra, lui glissa à l'oreille. « Ma fille, fais attention. J'ai vu ton mari. Hier soir au bar Le Rendez-vous, sur la VDN, avec une femme. Une grande. Métisse, bien maquillée. Il riait fort. » Marie avait souri poliment. « Merci, Mame. Mais Pierre est fatigué, c'est. Tant-si. C'est sûrement une collègue. » Mame Diarra avait hoché la tête, mais son regard disait « Fais gaffe, ma chérie. » Ce soir-là, Marie s'était couchée tôt. Pierre était rentré après minuit. Il s'était glissé sous la moustiquaire, avait embrassé son épaule. Elle avait fait semblant de dormir. Dans le noir, elle avait posé une main sur son ventre encore plat et avait murmuré « Mon bébé, on va s'en sortir. Tous les deux. » Dehors, les klaxons des taxis et les rires des jeunes traînaient dans la nuit chaude. Dakar ne dormait jamais vraiment. Pierre ronflait doucement. Et dans le silence, une petite graine de doute germait. Doucement dans le cœur de Marie. Elle ne savait pas encore que cette graine deviendrait un baobab immense, aux racines profondes et amères, qui allait tout bouleverser. Les mois suivants furent comme une brise fraîche venue de l'Atlantique. Ils apportèrent du soulagement, mais aussi les premières vagues annonciatrices de tempête. Marie porta sa grossesse avec une discrétion joyeuse. Elle continuait d'aller chaque matin à l'école El Hadji Malik Sy, poussant son chariot chargé de marmites fumantes. Les clientes la taquinaient gentiment, et « Marie, ton ventre commence à parler. C'est un garçon ou une fille ?» Elle répondait en riant « Inch'Allah, ce que Dieu voudra. » Mais au fond d'elle, elle espérait un garçon, non pas pour elle, mais pour apaiser cette ombre qu'elle avait lue dans le vieux cahier de Pierre. Pierre, lui, s'épanouissait dans son nouveau rôle de chef d'équipe adjoint. Il portait désormais une chemise bleu ciel avec le logo de l'entreprise brodé sur la poche et un badge plastifié qui disait
Pierre Quadio, responsable flux. Il rentrait plus tôt, parfois avec une petite enveloppe de primes ou un sac de fruits du marché Sandaga. Il aidait Marie à démonter le stand, ranger les marmites, compter l'argent avec elle. Sur la natte du salon, il parlait de l'avenir, une maison à 2 chambres, parcelle assainie, peut-être même un petit terrain à Thiès pour construire. Plus tard, Pierre disait souvent, avec ce poste, on va pouvoir respirer. Et, bientôt, un petit qui va courir partout. Le 15 septembre 2019, à la maternité de Pikine, après une nuit de contractions intenses et de prières murmurées, Marie Mio, monde un beau garçon. Ils l'appelèrent Antoine, comme le saint patron de la chance selon la tante de Pierre. Quand l'infirmière posa le bébé sur la poitrine de Marie, Pierre pleura comme un enfant. Il embrassa le front ridé d'Antoine, puis celui de Marie, et murmura « Merci, mon Dieu. Merci. » Pour la première fois depuis des années, il se sentait complet. Les années qui suivirent furent marquées par les naissances successives, comme des perles enfilées sur un collier. 2 ans plus tard, en 2021, Élise arriva, une petite fille aux yeux immenses et au sourire qui illuminait la pièce. Pierre la prit dans ses bras, un peu déçu au fond de lui, mais il cacha bien son sentiment. Une fille, c'est aussi une bénédiction, dit-il à voix haute, et il le pensait presque. Marie, épuisée, mais radieuse, continuait son commerce, embauchant même une 2e aide. Ndé, pour gérer les jours où elle allaitait. En 2022, Camille naquit. Encore une fille. Pierre sourit, mais son regard s'assombrit un instant quand il quitta la maternité. Il rentra tard ce soir-là, prétextant une réunion imprévue. Marie sentit l'odeur d'alcool sur son souffle quand il se coucha. En 2023, Louise. Pierre resta silencieux. Pendant les 3 jours à la maternité. Il payait les factures, achetait les couches, mais il parlait moins. Le soir, il s'asseyait dehors sur le petit tabouret en plastique, fumait une cigarette après l'autre en regardant les motos zigzaguer dans la rue. Et en 2024, Juliette, la 5e. Cette fois, Pierre ne vint même pas à la maternité le jour de l'accouchement. Il envoya un message, « Réunion importante, j'arrive ce soir ». Quand il entra enfin, il regarda le bébé emmailloté, hocha la tête et dit simplement « Elle est belle ». Puis il ressortit fumé. Marie ne disait rien. Elle berçait ses filles, chantait des berceuses en wolof, préparait le repas, tenait le commerce. Antoine, déjà grand pour ses 5 ans, aidait sa mère, il portait les petits sachets de bissap aux clientes, rangeait les assiettes, surveillait ses sœurs. Quand Marie était occupée, il était sérieux, presque trop pour son âge. « Maman, quand est-ce que papa rentre tôt comme avant ?» demandait-il parfois. Marie répondait « Il travaille beaucoup, mon chéri. Pour nous. » Mais Pierre ne travaillait pas seulement. Avec sa promotion, il avait rencontré Sophie. Sophie Ndiaye, 28 ans, assistante commerciale dans la même entreprise. Grande, peau claire, cheveux lissés, toujours impeccablement maquillée, elle portait des tailleurs ajustés et des talons qui claquaient dans les couloirs de l'entrepôt. Elle savait rire aux blagues de Pierre, le complimenter sur son leadership, lui envoyer des messages drôles tard le soir. « Tu mérites mieux que de rentrer crever tous les soirs », lui avait-elle dit un jour autour d'un café à la pause. Pierre avait ri, mais les mots étaient restés. Au début, c'était des déjeuners volés au restaurant Le Bosphore près de l'usine. Puis des bières au bar Le Sunset sur la corniche, avec vue sur l'océan. Puis des nuits entières ailleurs. Pierre rentrait à l'aube, inventait des histoires de camions en panne ou de réunions qui s'éternisaient. Marie sentait le parfum sucré de Sophie sur ses vêtements. Voyait les traces de rouge à lèvres sur les cols, mais elle gardait le silence. Elle priait plus fort. Elle se disait que ça passerait. Un soir de juillet 2024, alors que les enfants dormaient sur la natte commune, Pierre rentra plus tôt que d'habitude. Il s'assit à côté de Marie qui pliait du linge et dit, sans préambule, « Marie, on doit parler. » Elle leva les yeux, le cœur battant. « Je veux un fils. Un vrai héritier. Toi, tu m'as donné 5 enfants, et pas un seul garçon après Antoine. 5 filles. 5. Tu comprends ce que ça veut dire pour moi ?» Marie sentit ses lèvres trembler. « Pierre, Antoine est ton fils. Et les filles, ce sont tes filles.
Elles sont parfaites. Ce n'est pas ça. Tu ne comprends pas. Mon père est parti. Mon nom va s'éteindre si je n'ai pas d'autres garçons. J'ai besoin d'une femme qui peut me donner des fils. Les mots tombèrent comme des pierres. Marie resta silencieuse un long moment. Puis elle murmura. Et Sophie, c'est elle qui va te les donner? Pierre sursauta. Comment tu sais? Je ne suis pas aveugle, Pierre. Ni bête. Il baissa la tête. Je pars. Je vais vivre avec elle. Elle est enceinte d'un garçon. Marie sentit le monde basculer. Elle posa la chemise qu'elle pliait et dit d'une voix calme, presque morte. Va-t'en, alors. Mais ne reviens pas frapper à cette porte quand tu auras faim. Pierre prit un sac, quelques vêtements, ses papiers. Il embrassa Antoine qui dormait, regarda les filles une dernière fois, et sortit sans un mot de plus. Le lendemain matin, les voisins chuchotaient. Déjà, Sophie avait loué un petit appartement à Anne-Mariste, avec vue sur la mer. Pierre y emménagea. Il envoyait un peu d'argent au début, pour les enfants, disait-il. Puis de moins en moins. Puis plus du tout. Marie pleurait la nuit, quand les enfants dormaient. Mais le jour, elle se levait à l'aube, préparait les marmites. Souriait aux clientes, embrassait ses enfants. Antoine, sentant la tristesse de sa mère, devenait de plus en plus protecteur. Il aidait plus, parlait moins, grandissait trop vite. Un après-midi, alors que Marie rangeait après la vente, Mame Diarra revint la voir. « Ma fille, j'ai vu ton mari avec cette Sophie. Au marché Kermel. Elle est grosse comme une pastèque. Et lui, il parade comme un coq. » Marie hocha la tête. « Je sais. Et toi, tu vas faire quoi ?» Marie regarda ses enfants qui jouaient dans la cour avec des bouts de bois. « Je vais les élever. Seul s'il le faut. Dieu ne m'a pas donné 5 filles pour rien. Elles seront ma force. » Ce soir-là, elle prit Antoine sur ses genoux. « Mon fils, écoute-moi bien. Peu importe ce qui arrive, tu restes le pilier de cette maison. Tes sœurs comptent sur toi. Et moi aussi. On va s'en sortir. » Antoine hocha la tête, les yeux brillants. « Oui, maman. Je te promets. » Dehors, les lumières de Dakar scintillaient. Les klaxons, les rires, la musique mbalax au loin. La vie continuait. Mais dans le petit 2 pièces de Médina, une nouvelle ère commençait, celle de la lutte silencieuse, de la résilience obstinée, et d'un amour maternel qui refusait de plier. Pierre, lui, dans son nouvel appartement avec vue sur l'océan, caressait le ventre de Sophie et souriait en pensant à son futur fils. Il ne savait pas encore que ce sourire serait un jour le plus amer de sa vie. Les premiers mois après le départ de Pierre furent comme une tempête de sable qui s'abat sur Dakar en saison sèche. Tout semble calme au début, puis la poussière envahit tout, aveugle, étouffe, et ne laisse que des traces amères. Marie se leva le lendemain du départ comme si rien n'avait changé. À 5 heures du matin, elle alluma le réchaud, prépara la pâte pour les beignets, fit bouillir le riz pour le yassa, pila le piment. Frais. Les enfants dormaient encore sur la natte commune. Antoine fut le premier à ouvrir les yeux. Il vit sa mère penchée sur le faitout, le dos droit. Malgré la fatigue, et il comprit sans qu'on lui dise un mot, papa ne reviendrait pas ce soir. Il se leva sans bruit, alla chercher de l'eau au robinet communal, remplit la bassine pour que Marie puisse laver les légumes. Pas une question, juste un regard qui disait « Je suis là, maman ». Pierre, lui, s'installa dans l'appartement de Anne-Mariste avec Sophie. C'était un 2 pièces moderne, avec carrelage blanc, climatiseur et balcon donnant sur la mer. Sophie avait insisté pour qu'il vienne vite, ici, tu seras un homme respecté. Pas un père de 5 filles, qui trime pour rien. Pierre sourit, posa ses affaires, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit léger. Sophie était enceinte de 4 mois. Quand il arriva, elle lui montra l'échographie, un petit garçon, déjà bien formé. Pierre toucha l'écran du doigt, les larmes aux yeux. Mon fils, enfin. Les mois passèrent. Sophie accoucha en février 2025 d'un beau garçon qu'ils appelèrent Julien. Pierre organisa une petite fête. Chez eux, des invités de l'entreprise, du thieboudienne commandé chez un traiteur, des bouteilles de flag et de bissap.
Il paradait avec le bébé dans les bras, racontant à qui voulait l'entendre, « Regardez mon héritier ». Le nom. Quadio va continuer. Sophie riait, posait des photos sur WhatsApp, taguait Pierre avec des cœurs et des émojis bébés. À Médina, les nouvelles circulaient vite. Les voisines venaient voir Marie sous prétexte d'acheter du riz, mais en réalité, pour compatir. Mame Diarra lui apporta un plat de mafé un soir. « Ma fille, mange. Tu dois être forte pour tes petits. » Une autre voisine, Tante Awa, lui, glissa « J'ai vu ton mari au marché avec cette Sophie. Elle se pavane avec son ventre, et lui il bombe le torse comme un coq de combat. Ils disent que tu n'as su donner que des filles. » Marie écoutait, hochait la tête, remerciait poliment, puis rentrait et fermait la porte. Elle ne pleurait plus devant les enfants. Elle gardait ses larmes pour la nuit, quand le quartier s'endormait. Que seuls les chiens aboyaient au loin. Pierre envoya de l'argent les 3 premiers mois, 50 000 francs CFA par-ci, 30 000 par-là. Puis ça diminua. Puis ça s'arrêta net. Quand Julien eut 6 mois. Marie ne réclama rien. Elle augmenta ses heures de vente. Elle se levait à 4 heures, préparait plus de plats, vendait aussi. Le soir, près du terrain de foot où les jeunes jouaient jusqu'à tard. Antoine l'aidait à porter les marmites, Élise surveillait les petites sœurs. Les filles grandissaient vite. Élise apprenait déjà à tresser les nattes de ses cadettes. Camille chantait des comptines pour les calmer, Louise et Juliette suivaient. Leur mère partout comme des ombres. Un jour de mai 2025, Pierre et Sophie passèrent. Devant l'école El Hadji Malik, si en voiture, une Peugeot 301 neuve que Sophie avait exigée. Marie était là, sous son parasol, en train de servir du domoda. Des élèves. Sophie baissa la vitre et cria « Eh, Marie, regarde comme mon homme est heureux maintenant. Toi, tu continues à vendre ton petit riz. 5. Fille 1, pauvre de toi. » Pierre, au volant, détourna le regard. Mais il ne dit rien pour arrêter Sophie. Marie releva la tête, regarda Sophie droit dans les yeux et répondit d'une voix calme « Que Dieu te garde, ma sœur, et que tes enfants te donnent la joie que tu mérites. » Puis elle reprit son service, comme si de rien n'était. Les clientes autour d'elle murmurèrent « Courage, Marie, Allah voit tout. » Sophie tomba enceinte à nouveau. 2 garçons. De plus, Mathieu en 2026, Nicolas en 2027. Pierre était au 7e ciel. Il changea de poste, promu chef de département logistique, salaire doublé. Voiture de fonction. Il acheta des bijoux à Sophie, des habits de Marco. Garçon. Ils déménagèrent dans une villa à Wakam, avec jardin et gardien. Pierre postait des photos sur Facebook, famille heureuse. Hashtag béni par Dieu. Hashtag héritier. Il ne mentionnait jamais Marie, ni les 5 aînés. Mais un soir de septembre 2026, Marie reçut un message anonyme sur WhatsApp. Une photo floue, Sophie dans un cybercafé, en train de taper sur un ordinateur. Le message disait « Regarde bien. Elle n'est pas ce qu'elle prétend. » Intriguée, Marie répondit « Qui est-ce » Pas de réponse. Le lendemain, un deuxième message, une capture d'écran d'un test de grossesse falsifié, avec la date truquée. Marie sentit son cœur s'accélérer. Elle montra la photo à Tante Awa, qui connaissait quelqu'un dans l'informatique. Après enquête discrète, la vérité éclata. Sophie avait payé un technicien pour modifier la date d'un vieux test positif. Elle n'était enceinte de Julien qu'après le départ de Pierre, mais elle avait menti sur les dates pour le faire venir plus vite. Pire, les 2 grossesses suivantes avaient été aidées par des traitements de fertilité qu'elle avait cachés, et elle avait choisi exprès des noms qui sonnaient fort pour flatter l'ego de Pierre. Marie garda le secret. Elle ne voulait pas détruire Pierre, pas encore. Mais elle commença à économiser chaque franc CFA. Avec une détermination nouvelle. Elle inscrivit Antoine dans une bonne école. Privée grâce à une bourse partielle qu'elle obtint en suppliant le directeur. Élise et Camille entrèrent dans un programme pour filles brillantes financé par une ONG française. Louise et Juliette suivaient des cours de soutien gratuits à la bibliothèque du quartier. Pierre, ignorant tout, continuait sa vie. Il buvait plus, sortait tard avec des collègues, rentrait énervé quand les garçons pleuraient. Sophie se plaignait, « Tes fils sont turbulents. Tu devrais les discipliner. » Julien, à 3 ans, cassait déjà des jouets, frappait ses
Frères. Mathieu et Nicolas suivaient l'exemple. Pierre haussait les épaules. Ce sont des garçons. Ils ont du caractère. Un après-midi de mars 2027, Marie reçut un appel de l'école d'Antoine. Il avait eu 18/20 au contrôle de mathématiques et avait été sélectionné pour un concours national de bourse d'études supérieures. Le prix, une bourse complète pour étudier l'ingénierie en France. S'il gagnait, Marie pleura de joie pour la première fois depuis longtemps. Elle serra Antoine dans ses bras. « Mon fils, tu vas nous sortir de là. » Pendant ce temps, à Ouakam, Julien vola un téléphone à un camarade d'école. La police fut appelée. Pierre paya une amende pour éviter le scandale. 2 mois plus tard, Mathieu mit le feu à une poubelle dans la cour de l'école. Encore une amende. Nicolas, à 2 ans, frappait déjà sa mère quand elle refusait de lui donner des bonbons. Sophie criait sur Pierre. « C'est toi qui les gâtes. » Pierre commençait à douter. Mais il se raccrochait à l'image qu'il s'était construite, l'homme qui avait enfin des fils. Il ignorait que Marie, de son côté, construisait pierre par pierre un avenir où ses enfants n'auraient plus besoin de lui. Un soir, alors que la pluie tombait de sur Dakar, Marie s'assit sur la natte avec ses 5 enfants. Elle les regarda un à un. Antoine, sérieux et protecteur, Élise, intelligente et douce, Camille, vive et bavarde, Louise, calme et observatrice, Juliette, la petite dernière, pleine de rire. Mes amours, écoutez-moi. Votre père a choisi une autre vie. Mais nous avons la nôtre. Et je vous promets, un jour, nous serons loin d'ici. Loin des moqueries, loin des regrets. Nous irons où le vent nous portera, mais ensemble. Antoine posa sa tête sur l'épaule de sa mère. Maman, je vais étudier dur. Pour toi. Pour nous tous. Marie sourit dans le noir. Dehors, la pluie lavait les rues de Médina. À Ouakam, Pierre dormait mal, hanté par un rêve où il voyait 5 petites filles courir loin de lui, et un garçon qui lui tournait le dos. Il se réveilla en sueur, sans savoir que le vrai cauchemar ne faisait que commencer. Les années 2028 à 2032 furent comme 2 rivières qui s'éloignent l'une de l'autre. L'une limpide, nourrie par des sources profondes et constantes. L'autre trouble, encombrée de rochers et de débris, qui finit par s'assécher sous le soleil impitoyable de Dakar. Marie continua de se lever à 4 heures du matin. Le commerce avait grandi, elle avait maintenant 2 chariots, un pour le midi à l'école, un pour le soir près du terrain de basket du quartier. Elle préparait du thieboudienne au poisson, du yassa poulet, du domoda arachide, des pastels farcis, et même des sandwichs baguettes au thon pour les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop qui passaient par là. Les clientes fidèles étaient devenues des amies. Mame Diarra apportait parfois du millefrais du village. Tante Awa gardait les petites quand Marie allait au marché Sandaga. Acheter en gros. Antoine, à 9 ans en 2028, était déjà un pilier. Il gérait les comptes sur un vieux cahier d'écolier, recettes, dépenses, dettes des clientes qui payaient à crédit. Il disait à sa mère, « Maman, on va bientôt acheter une moto pour transporter les marmites plus vite. » Élise, Camille, Louise et Juliette grandissaient dans l'ombre protectrice de leur mère et de leur grand frère. Élise excellait en sciences, elle gagnait tous les concours de mathématiques et de physique organisés par l'ONG Filles et Sciences, financés par des Français. Camille avait une voix magnifique, elle chantait dans la chorale de l'église et rêvait de devenir avocate pour défendre les femmes abandonnées. Louise était calme, observatrice, elle lisait tout ce qui lui tombait sous la main, des vieux journaux, des livres prêtés par la bibliothèque municipale. Juliette, la petite dernière, était pleine de vie, elle dansait sur n'importe quelle musique, faisait rire tout le monde, même quand le frigo était vide. En 2029, le miracle arriva pour Antoine. À 12 ans, il remporta le concours national de bourse d'excellence en sciences. Premier prix, une bourse complète pour étudier l'ingénierie informatique à l'université Paris-Saclay, en France. Tous les frais payés. Voyage, logement, argent de poche mensuel. Marie pleura pendant 3 jours. Elle organisa une petite fête dans la cour, du mouton grillé, du thieboudienne. Pour 40 personnes, des sodas offerts par les clientes. Le pasteur de l'église vint bénir Antoine. Serigne Babacar posa sa main sur la tête du garçon.
et dit « Tu portes la lumière de ta mère. Ne l'oublie jamais. » Antoine partit en septembre 2030. Il embrassa ses sœurs une par une, serra Marie si fort qu'elle sentit ses côtes craquer. « Maman, je vais réussir. Et je vais vous faire venir. Toutes. » Marie hocha la tête, les larmes aux yeux. « Va, mon fils. Et n'oublie pas d'où tu viens. » À Wakam, la villa de Pierre et Sophie devenait un champ de bataille. Julien, à 8 ans, était déjà exclu 2 fois de son école privée pour bagarre et vol. Mathieu, 6 ans, imitait son grand frère. Il cassait les vitres des voisins avec des pierres, volait des téléphones dans les taxis. Nicolas, 5 ans, frappait sa mère dès qu'elle refusait quelque chose. Sophie hurlait sur Pierre, « C'est toi qui les as pourris. Tu leur donnes tout, tu ne les punis jamais. » Pierre buvait plus. Il rentrait tard. Sentait l'alcool de palmier et la cigarette. Il criait sur les garçons, les frappait parfois, puis regrettait et leur achetait des PlayStation 9 pour se faire pardonner. Le cercle vicieux s'accélérait. En 2031, Julien fut arrêté pour la première fois. Il avait volé un scooter et percuté un piéton. Pierre paya 800 000 francs CFA pour éviter la prison. 6 mois plus tard, Mathieu et 2 amis mirent le feu à une voiture garée dans la rue. Encore une amende, encore de l'argent jeté par les fenêtres. Pierre commença à puiser dans ses économies, puis dans son salaire. Sophie se plaignait, « On n'a plus d'argent pour les vacances à Sali. Tes fils nous ruinent. » Pierre haussait les épaules, « Ce sont des garçons. Ils ont du caractère. Ils vont se calmer. » Antoine, en France, travaillait comme un fou. Il appelait sa mère tous les dimanches via WhatsApp. Il envoyait de l'argent. Chaque mois, 100 000 francs CFA au début, puis 200 000, puis 300 000 quand il trouva un job étudiant en informatique. Marie acheta une petite maison à 2 chambres. À Yumble, plus spacieuse, avec une cour pour les filles. Elle arrêta presque le commerce de rue, elle ouvrit un petit restaurant fixe près du marché. Tylène, avec des tables en plastique et un auvent. Les affaires marchaient bien. Les filles entraient au lycée avec des notes excellentes. En 2032, Élise obtint une bourse pour des études de médecine à l'université Cheikh Anta Diop, mais Antoine insista. « Non, grande sœur. Viens en France. Je vais t'aider. » Il envoya les dossiers, paya les frais de visa. Élise partit en octobre 2032. Camille suivit 6 mois. Plus tard, avec une bourse en droit. Louise et Juliette restaient encore, mais Antoine promettait, bientôt, vous aussi. Pierre perdit son poste en novembre 2032. Il s'était présenté au travail avec 1,8 g d'alcool dans le sang après une nuit de beuverie pour fêter l'anniversaire de Julien. Il avait renversé une palette de marchandises fragiles, des ordinateurs portables, et causé un préjudice de 15 millions francs CFA. Licenciement immédiat. Pas d'indemnité. Il rentra à la maison. Ivre, cria sur Sophie, « C'est à cause de tes fils. » Sophie le gifla, « Mais, fils, c'est toi qui les as élevés comme des princes. » Julien, à 13 ans, fut envoyé en centre de redressement après une agression au couteau sur un camarade. Mathieu vola une moto et causa un accident, fracture du bassin pour la victime. Pierre dut vendre la Peugeot 301 pour payer les soins et les avocats. La villa fut hypothéquée. Sophie commença à sortir le soir. Elle rentrait tard, parfumée, maquillée. Pierre posa la question un soir, « Où tu vas ?» Elle répondit, « Je vois un homme qui sait traiter une femme. Un Libanais riche, commerçant à Sandaga. Il a 3 restaurants. Il me respecte. » Pierre la frappa. Sophie partit le lendemain. Avec les garçons. Elle s'installa chez son nouveau compagnon Angor. Pierre resta seul dans la villa vide, avec des factures impayées et un frigo qui sentait le moisi. Un après-midi de décembre 2032, Marie reçut un appel d'Antoine. « Maman, j'ai fini mes études. Je commence un bon poste chez une entreprise tech à Paris. Élise est en 3e année de médecine, Camille en master de droit. Je vais faire venir Louise et Juliette l'année prochaine. Et toi, tu viens avec nous. On va te faire un passeport, un visa long séjour. Tu ne restes plus ici. » Marie pleura de joie. Elle regarda autour d'elle, la petite maison qu'elle avait achetée grâce à ses enfants, les photos. 2 accrochées au mur,
le portrait de famille où Pierre souriait encore à leur côté. Elle murmura « Merci, mon Dieu ». À Wakam, Pierre errait dans la villa. Il n'avait plus d'argent. Il mangeait du pain sec et du thé tout bas. Il appelait ses fils, Julien en centre fermé, Mathieu en fuite après un vol, Nicolas chez Sophie, qui l'ignorait. Il but une dernière bouteille de palm wine et s'effondra sur le canapé. Il rêva cette nuit-là, il voyait Marie et les 5 enfants marcher sur la plage de Ngor, riant, libres. Il courait après eux, mais ses pieds s'enfonçaient dans le sable. Il criait leur nom. Personne ne se retournait. Il se réveilla en pleurs, la bouche pâteuse, le cœur lourd. Il ne savait pas encore que Marie préparait déjà ses valises. Dehors, Dakar continuait de vivre, les klaxons, les appels du muezzin, les rires des enfants dans les ruelles. 2 mondes parallèles, l'un qui montait vers la lumière, l'autre qui sombrait lentement dans l'ombre. Et au milieu, le regret qui grandissait comme un baobab invisible, attendant le jour où il étoufferait tout. Les pluies de l'hivernage 2033 avaient transformé les ruelles de Yumble en rivières boueuses, mais dans la petite maison de Marie, l'air était chargé d'une excitation contenue, presque sacrée. Les valises, 3 grosses valises sansonnites noires achetées d'occasion au marché Koloban, étaient ouvertes sur le sol du salon. À l'intérieur, soigneusement pliées, les boubous préférés de Marie, les cahiers d'école des filles qu'Antoine avait demandé de garder, pour se souvenir, des photos encadrées de la famille, et un petit Coran relié de cuir que Serigne Babacar avait béni des années plus tôt. Marie, à 41 ans, avait encore le même regard doux, mais ses tempes grisonnaient légèrement et ses mains portaient les marques de 10 ans de marmite brûlante et de lessive à la main. Elle pliait une dernière robe wax verte, celle qu'elle portait le jour où Antoine avait gagné sa bourse, quand son téléphone vibra sur la table basse. C'était Antoine, en visio depuis Paris. Maman, le rendez-vous à l'ambassade est confirmé. Pour jeudi. Visa long séjour famille de Français. J'ai tout payé, billet aller. Simple Dakar-Paris pour toi, Louise et Juliette. Vous arrivez le 15 juillet. Élise et Camille seront à l'aéroport avec moi. On t'attend, maman. Marie sourit, les larmes au bord des yeux. Mon fils, je n'arrive pas à y croire. Après tout ce temps, tu mérites ça, maman. Plus que quiconque. Et tu ne vas plus jamais laver une marmite à l'aube. On va t'acheter un petit appartement près de chez nous, à Créteil. Tu vas te reposer. Louise, 16 ans, entra dans la pièce avec une tasse de café tout bas fumant. Juliette, 13 ans, la suivait en dansant sur une musique imaginaire, les écouteurs aux oreilles. Elle s'était transformée en jeune femme, Louise grande et sérieuse, future étudiante en pharmacie grâce à une bourse, Juliette pétillante, déjà acceptée en art dramatique à Paris. Grâce à une vidéo virale qu'Antoine avait envoyée à un conservatoire. « Maman, tu as pris tes médicaments ?» demanda Louise en posant la tasse. Marie hocha la tête. « Oui, ma chérie. Et toi, as-tu fini tes valises ?» Juliette rit. « J'ai mis tous mes cahiers de danse et mes boucles d'oreilles. Je veux briller à Paris. » Marie les serra toutes les deux contre elle. Elle sentait encore leurs odeurs d'enfance sous le parfum adulte qu'elle portait maintenant. Pendant ce temps, à Wakam, la villa autrefois rutilante n'était plus qu'une coquille vide. Les meubles avaient été repris par le propriétaire pour impayé de loyer. Pierre vivait dans une chambre de bonne, au dernier étage d'un immeuble délabré près de la VDN. Une pièce de 9 mètres carrés, un matelas posé à même le sol, un réchaud à gaz rouillé, un seau pour les besoins. Il n'avait plus de voiture, plus de salaire, plus d'amis. Il survivait avec les petits boulots, gardien de nuit dans un entrepôt, porteur au marché Sandaga. Quand il avait la force, il buvait ce qu'il pouvait trouver, du palm wine bon. Marché, des bières tièdes vendues au détail. Sophie était partie depuis 8 mois. Elle vivait maintenant avec son Libanais, Monsieur Khalil, dans une grande maison à Ngor. Elle avait emmené Nicolas, le plus jeune, qu'elle présentait comme son petit prince. Julien était sorti du centre de redressement, mais vivait dans la rue, dormant chez des amis ou sous les ponts. Mathieu avait fui après un cambriolage raté. On disait qu'il était à Thiès, ou peut-être à Kaolac. Pierre ne savait plus. Il appelait parfois Sophie. Elle raccrochait ou répondait par des insultes. « Tu n'es plus rien, Pierre. Laisse-nous tranquilles. » Un matin de juin 2033,
Pierre se réveilla avec une faim qui lui tordait les entrailles. Il n'avait rien mangé depuis 2 jours. Il fouilla ses poches, 500 francs CFA. Il sortit, acheta un pain au beurre et un sachet de lait en poudre. En rentrant, il passa devant un cybercafé. Par habitude, il entra, paya 200 francs CFA pour une demi-heure. Il ouvrit Facebook, son compte était toujours actif, même s'il n'y postait plus rien depuis des années. Il vit les photos d'Antoine, Antoine en costume devant la tour Eiffel, Antoine avec Élise en blouse blancha. L'hôpital, Camille en toge d'avocate stagiaire. Puis une photo récente, Marie, Louise et Juliette, souriantes, avec des valises à côté. La légende, bientôt. En famille à Paris. Merci Dieu pour cette bénédiction. #gratitude, #famille. Pierre sentit le sol se dérober. Il zooma sur le visage de Marie. Elle avait vieilli, mais elle rayonnait. Il lut les commentaires, courageuse Marie. Tes enfants te portent au sommet. Allah récompense les patientes. Il sortit du cybercafé comme un automate. Il marcha jusqu'à Yumble, les pieds dans la boue, sous un soleil de plomb. Il arriva devant la petite maison qu'il n'avait jamais vue. La porte était ouverte. Des rires s'échappaient de l'intérieur. Il frappa. Marie apparut sur le seuil. Elle le regarda, sans surprise, sans colère visible. Juste une fatigue ancienne. Pierre. Il baissa les yeux. Marie, j'ai vu sur Facebook. Tu pars? Elle hocha la tête. Oui. Demain, nous allons à l'aéroport. Mais, enfant m'emmène. Pierre déglutit. Et moi? Marie le fixa longuement. Toi, tu as choisi il y a longtemps, Pierre. Tu as choisi Sophie, tes garçons, ta vie. Tu nous as laissés. Il tomba à genoux dans la boue. Marie, j'ai tout perdu. Mes fils, ils sont en prison ou dans la rue. Sophie est partie avec un autre. Je n'ai plus rien. J'ai faim. Je dors mal. Je rêve de vous toutes les nuits. Je regrette. Si tu savais comme je regrette. Marie resta silencieuse un moment. Puis elle entra dans la maison et revint avec une assiette, du riz au poisson, un morceau de mangue. Elle la posa devant lui. Mange. Pierre pleura en mangeant. Les larmes tombaient. Dans le riz. Marie s'assit sur le petit tabouret en plastique. J'ai su pour Sophie, pour les faux tests de grossesse. J'ai su il y a des années. Une personne anonyme m'a envoyé des preuves. J'aurais pu te le dire, te détruire. Mais je n'ai rien fait. Parce que je voulais que tu choisisses toi-même. Et tu as choisi. Pierre releva la tête, le visage ravagé. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que je t'aimais encore. Et parce que je savais que la vérité te ferait plus mal que mes mots. Mais maintenant, c'est trop tard. Louise et Juliette apparurent derrière leur mère. Elles regardèrent l'homme à genoux sans un mot. Louise croisa les bras. Juliette détourna les yeux. Pierre murmura. Mes filles, vous êtes si grandes, si belles. Louise répondit froidement. On n'est pas tes filles quand tu nous as oubliées. On est les filles de maman. Pierre sanglota. Marie se leva. Pierre, va-t'en. Nous partons demain. Ne reviens pas. Ne nous cherche pas vie avec tes choix. Elle ferma la porte doucement. Pierre resta là, sous la pluie qui recommençait. Il pleura jusqu'à ce que la nuit tombe. Puis il se releva, tituba. Jusqu'à la route, prit un taxi de fortune jusqu'à Wakam. Il entra dans la chambre de bonne, s'allongea sur le matelas et fixa le plafond lézardé. Le lendemain matin, à l'aéroport, Léopold Sédar Senghor, Marie, Louise et Juliette passèrent la sécurité. Antoine, Élise et Camille les attendaient de l'autre côté, à Paris. Marie se retourna une dernière fois vers Dakar, la mer au loin, les minarets, les baobabs, tordus par le vent. Elle murmura. Au revoir, mon pays. Merci pour les leçons. L'avion décolla. Marie ferma les yeux et posa sa tête contre le hublot. À Dakar, Pierre se réveilla tard. Il sortit. Acheter un journal. En première page, une photo d'une famille sénégalaise à Paris, avec le titre « Une mère et ses 5 enfants réunis en France grâce à la persévérance ». Il reconnut Marie au centre, entourée de ses enfants.
Il rentra, s'assit par terre, et sortit de sa poche une lettre qu'il avait écrite des mois plus tôt, sans jamais l'envoyer. Il la déplia, la relut. « Marie, si tu lis ceci un jour, sache que je t'aime encore, que je regrette chaque seconde, que j'étais aveugle, orgueilleux, stupide. J'ai tout gâché. Mais si Dieu me donne une chance, je veux juste te dire pardon. Pardon pour les nuits où tu as pleuré seul. Pardon pour les enfants que j'ai abandonnés. Pardon pour avoir cru qu'un fils valait plus que 5 filles extraordinaires. Je t'aime, Pierre. » Il la posa sur le sol, alluma une allumette, et la regarda brûler lentement. Dehors, Dakar continuait, les klaxons, les appels à la prière, les rires des enfants. La vie ne s'arrêtait pas pour les regrets. À Paris, Marie descendit de l'avion. Antoine la serra dans ses bras. Élise pleura. Camille prit des photos. Louise et Juliette riaient en voyant la neige sur les photos d'écran. Marie regarda autour d'elle, les lumières, les panneaux en français, l'odeur de pain frais et de café. Elle murmura. « On est arrivé, mes amours. On est chez nous. » Et pour la première fois depuis des années, elle respira librement. Pierre, lui, resta assis dans le noir. Il n'avait plus de larmes. Juste un vide immense. Il savait maintenant ce que signifiait récolter ce qu'on a semé. Et il savait aussi que certaines récoltes arrivaient trop tard pour être mangées. Paris, février 2036. La neige tombait doucement sur les toits de Créteil, une fine couche blanche qui recouvrait les voitures garées le long de l'avenue du Général de Gaulle. Dans l'appartement du 3e étage d'une résidence récente, au balcon vitré et aux volets roulants électriques, Marie se tenait près de la fenêtre du salon. Elle tenait une tasse de thé à la menthe entre ses mains. Un thé qu'elle préparait toujours à la marocaine, avec beaucoup de sucre et une branche de menthe fraîche achetée au marché du quartier. Elle regardait les flocons danser dans la lumière des réverbères et souriait sans bruit. L'appartement était modeste mais confortable. 3 chambres, une cuisine ouverte, un salon où trônait un grand canapé en tissu gris. Sur les murs, des photos encadrées racontaient l'histoire des 7 dernières années. Antoine en costume cravate devant son bureau chez une grande entreprise de cybersécurité. Élise en blouse blanche, stéthoscope autour du cou, posant fièrement devant l'hôpital Henri Mondor. Camille en robe d'avocate, tenant son diplôme de master en droit international. Louise, pharmacienne en herbe, en blouse blanche elle aussi, derrière le comptoir d'une officina. Vincennes. Juliette, maintenant actrice de théâtre émergente, en costume de scène après une représentation remarquée au théâtre de la ville. Et au centre, une grande photo de famille prise l'été précédent à Dakar, lors d'un court séjour, Marie entourée de ses 5 enfants, tous adultes, tous rayonnants, sur la plage de Ngor. Pas de pierre sûre. Cette photo. Il n'y avait jamais été invité. Marie posa sa tasse sur la table basse et s'assit dans le fauteuil. Elle prit le vieux carnet en cuir qu'elle avait conservé toutes ces années, celui qu'elle avait trouvé sous les vêtements de Pierre, il y avait si longtemps. Elle l'ouvrit à la dernière page écrite, celle où l'écriture enfantine de Pierre répétait « un fils ». Juste un fils. Elle caressa les mots du bout des doigts, puis referma le carnet et le rangea dans le tiroir du meuble télé. Elle n'avait plus besoin de le relire. Elle savait par cœur ce qu'il contenait, la peur, l'orgueil, la blessure jamais refermée. La sonnette retentit. C'était Antoine, qui passait tous les vendredis soirs dîner avec sa mère. Il entra, les joues rougies. Par le froid, un sac de course à la main. « Maman, j'ai pris du poisson frais au marché. Africain de Choisy. On fait un thieboudienne ce soir ?» Marie rit doucement. « Avec plaisir, mon fils. Mais laisse-moi t'aider. Tu travailles trop. » Ils s'installèrent en cuisine. Antoine éplucha les oignons, Marie prépara le poisson. Ils parlaient de tout et de rien. Le nouveau projet d'Antoine sur la cybersécurité en Afrique, la dernière consultation d'Élise à l'hôpital, le rôle que Juliette venait de décrocher dans une série Netflix française. Puis, comme souvent, le silence s'installa un moment. Antoine posa son couteau. « Maman, tu penses encore à lui ?» Marie ne répondit pas tout de suite. Elle remua. Le riz dans la marmite, huma l'odeur du poisson et des épices. Parfois. Pas avec colère. Pas avec regret non.
Plus. Juste, avec une sorte de tristesse calme. Comme quand on regarde un arbre. Qu'on a planté jeune, et qu'il a poussé de travers. On se demande ce qu'on aurait pu faire différemment. Mais on sait qu'on ne peut pas remonter le temps. Antoine hocha la tête. Élise m'a dit qu'elle l'avait vu, une fois. À Dakar, l'année dernière. Il était assis sur un banc, près de la mosquée de Médina. Il a maigri. Il a levé la main pour la saluer, mais elle a fait semblant de ne pas le voir. Elle m'a dit qu'elle avait eu mal au cœur, mais qu'elle ne pouvait pas. Pas après tout. Marie soupira. C'est bien qu'elle ait fait ça. Pas par vengeance. Par respect pour elle-même. Pour nous tous. Ils mangèrent en silence un moment, puis Antoine reprit. Tu sais, maman, quand j'étais petit, je rêvais que papa revienne. Je me disais, s'il voit comme on est fort, comme on réussit, il regrettera et il reviendra. Mais maintenant, je ne veux plus qu'il revienne. Pas pour nous. Peut-être pour lui, pour qu'il ait la paix. Mais pas pour nous. On n'a plus besoin de lui. Marie posa sa fourchette. Tu as raison. On n'a plus besoin de lui. Mais on a besoin de ne pas devenir comme lui. De ne pas laisser la rancune nous manger. C'est pour ça que je prie encore pour lui, parfois. Pas pour qu'il revienne. Pour qu'il trouve un peu de lumière avant la fin. Antoine sourit tristement. Tu es trop bonne, maman. Non. Juste, guérie. Pendant ce temps, à Dakar, dans une petite chambre louée à Médina, Pierre vivait ses journées comme un rituel lent et douloureux. Il se levait à midi, buvait un café tout bas froid de la veille. Sortait acheter un pain au beurre avec les quelques pièces qu'il gagnait en gardant des motos la nuit. Il passait l'après-midi assis sur un banc près de la mosquée, à regarder les enfants jouer au foot dans la poussière. Parfois, il voyait des garçons qui ressemblaient à Julien ou Mathieu. Il détournait les yeux. Un soir de mars 2036, il reçut un appel. Numéro inconnu. Il décrocha, la voix tremblante. Allô ? Silence au bout du fil. Puis une voix qu'il reconnut instantanément, celle d'Antoine. C'est moi. Pierre sentit son cœur s'arrêter. Antoine, mon fils. Je ne suis pas ton fils. Pas comme ça. Mais, maman m'a dit de t'appeler. Une seule fois. Pour te dire une chose. Pierre retint son souffle. Elle dit que tu as semé. Et que tu as récolté. Elle ne t'est pas. Elle ne te souhaite pas de mal. Mais elle ne veut plus jamais te revoir. Ni nous. Elle dit que c'est la dernière chose qu'elle te donne, la vérité. Pierre pleura sans bruit. Dis-lui que je suis désolé. Que je regrette chaque jour. Que j'ai tout compris trop tard. Antoine resta silencieux un instant. Je lui dirai. Mais ne rappelle pas. Ne cherche pas. C'est fini. La ligne se coupa. Pierre posa le téléphone. Il sortit sur le balcon minuscule, regarda les lumières de Dakar au loin. Il murmura. On récolte ce qu'on sème. Les mots lui brûlèrent la gorge. Il les répéta. Plusieurs fois, comme une prière inversée. Quelques mois plus tard, en juillet 2036, Marie fêta ses 45 ans. Toute la famille était réunie, Antoine, Élise, Camille, Louise, Juliette, et même les conjoints et petits-enfants qui commençaient à arriver. Ils avaient loué une salle près du lac de Créteil. Table ronde, nappe blanche, plats sénégalais et français mélangés. Thieboudienne, yassa, couscous, tarte aux pommes. Au milieu du repas, Marie se leva. Elle tint son verre d'eau pétillante. Elle ne buvait plus d'alcool depuis des années. Mes enfants, mes amours. Tout le monde se tut. Aujourd'hui, je ne vais pas faire un long discours. Je veux juste vous dire merci. Merci d'avoir cru en moi quand je ne croyais plus en rien. Merci d'avoir travaillé dur, d'avoir prié, d'avoir tenu bon. Vous m'avez sorti de l'ombre. Vous m'avez donné une vie que je n'osais même pas imaginer. Elle regarda chacun d'eux. Et je veux vous dire une dernière chose. La vie n'est pas juste. Mais elle est juste dans ses lois. Ce que tu donnes, tu le reçois. Pas toujours de la même personne, pas toujours au même moment. Mais tu le reçois. Alors donnez de l'amour. Donnez du temps. Donnez du respect. Donnez de la patience. Donnez tout ce que vous avez de bon.
Parce que c'est ça qui reviendra vers vous, un jour ou l'autre. Antoine leva son verre. À maman. À la femme la plus forte que je connaisse. Tout le monde trinqua. Les rires reprirent. La musique, du mbalax mélangé à du zouk, emplit la salle. Marie s'assit, regarda ses enfants danser. Rire, s'embrasser. Elle ferma les yeux un instant et sentit une paix profonde l'envahir. À Dakar, ce même soir, Pierre était assis sur son banc habituel. Un petit garçon s'approcha, lui tendit une mangue bien mûre. « Tiens, tonton, tu as l'air triste. » Pierre prit le fruit, les larmes aux yeux. « Merci, petit. » Le garçon partit en courant. Pierre mordit la mangue. Le jus coula sur son menton. Pour la première fois depuis des années, il sourit vraiment. Il murmura « Merci, Marie. Merci pour la leçon. » Et dans le ciel de Dakar, les étoiles brillaient, indifférentes aux regrets des hommes. À Paris, Marie ouvrit les yeux. Elle regarda la neige qui continuait de tomber. Elle pensa à Pierre, une seconde, puis chassa l'image. Elle se leva, rejoignit ses enfants sur la piste de danse improvisée. Elle dansa, elle rit, elle vécut. Et c'était suffisant.